Bonsoir, bienvenue. Merci d'être si nombreux ce soir. Un placer acogeros aquí en el Azcuna Centro. C'est un plaisir de vous accueillir ici, dans la Azcuna Centro. Nous voulions remercier de votre bienveillance. Moi, je suis Édouard Majoral, directeur de l'Institut français à Bilbao. Notre mission, comme vous savez déjà, c'est d'une part rassembler la culture française ici à Bilbao, le cinéma, la musique, la danse, et d'autre part rassembler le débat d'idées. Cette réflexion internationale à propos de thèmes d'actualité. Et voilà l'idée pour la nuit des idées, où traditionnellement nous voulons partager ou faire partager la scène à participants des deuxième côté des Pyrénées. La nuit des idées, c'est une initiative célébrée dans tous les instituts français du monde. Et cette année, le thème, c'est reconstruire ensemble, comme vous pouvez déjà voir. À propos de thèmes européens, nous parlerons particulièrement à propos de l'Europe parce que la France occupe depuis le 1er janvier 2022, comme vous savez déjà, la présidence du Conseil de l'UE pendant 6 mois. Alors nous avons voulu reprendre ce débat à Bilbao et avoir une rencontre à propos de ces sujets. Encore une fois, merci d'être ici ce soir. Il y aura une diffusion de ces rencontres. Et ici, dans le public, vous aurez la possibilité de poser des questions aux orateurs. L'une des oratrices va intervenir en France, en virtuel, et elle va partager bien sûr les débats, les commentaires de la salle. Notre modérateur, Xavier Madariaga, va animer le rencontre et va aussi présenter les orateurs d'aujourd'hui. Je voudrais présenter Monsieur le consul général de la France à Bilbao, Jean Badfort. Merci. Buenas tardes. Merci, Monsieur le directeur de l'Institut français de Bilbao, cher Édouard, d'avoir organisé cette soirée. Merci à l'Azcuna Centro, à Barbara Epalsa, la directrice de l'Azcuna Centro, de nous accueillir à nouveau dans ce lieu si francophile de Bilbao. La nuit des idées se déroule aujourd'hui dans plus de 200 lieux, au Palais Farnèse, à Rome, à l'université Humboldt de Berlin et ici, à l'Azcuna Centro. Reconstruire ensemble, pour sa 7e édition, la Nuit des idées a choisi d'explorer la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à un défi singulier. Cette année, tu l'as dit, Édouard, l'événement coïncide avec le début de la présidence française de l'Union européenne, période durant laquelle la France s'est donné comme objectif de consolider l'Europe, notamment dans les domaines économiques, sociaux, de l'environnement, mais également dans le champ stratégique. La relance est au centre de l'agenda européen. Elle doit être l'opportunité de préparer l'avenir, et le président Macron a annoncé la tenue en mars d'un sommet spécial consacré à la définition d'un nouveau modèle de croissance. Pour la France, le redressement économique ne doit pas être une simple reconstruction de l'Europe après la pandémie. Cela doit être l'occasion d'aller de l'avant et de jeter les bases d'une nouvelle économie qui produise de la richesse et soit cohérente
avec les priorités de la transition écologique et de la défense des droits sociaux. Ce n'est pas totalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la volonté de l'assumer et de défendre ce modèle comme partie intégrante de notre identité face à nos concurrents. La France s'efforcera, durant sa présidence, de promouvoir de nouvelles normes destinées à faire de l'Europe un espace pionnier en matière de responsabilité numérique des entreprises, dans le domaine salarial, avec la directive sur les salaires minimums, dans le domaine environnemental, enfin, avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais au-delà des textes et de la norme, nous devons nous montrer attentifs aux conséquences sociales des politiques européennes. Depuis quelques mois, l'Europe connaît à nouveau un phénomène qui avait quasiment disparu, l'inflation. Il ne sera pas possible de faire de l'Europe un continent à basse émission de carbone sans l'adhésion des Européens. La France, comme l'Espagne, souhaite aborder en priorité la question de la pauvreté énergétique. En matière stratégique, enfin, l'Europe est confrontée à l'urgence de construire son autonomie. Notre vision générale pour l'Europe est qu'elle ne peut continuer à rester soumise aux convulsions du monde et aux ingérences de ses concurrents. Lors de leur réunion à Brest, le 13 janvier dernier, les ministres de la Défense et des Affaires européennes et des Affaires étrangères des 27 ont dressé les grandes lignes de la boussole stratégique. L'adoption au sommet européen de mars de ce premier livre blanc de la défense européenne est une priorité pour la France et pour la Commission. Chers amis, vous le voyez, cette période qu'il est maintenant convenu d'appeler la nouvelle normalité est en fait une période de construction. Et ce soir, à l'occasion de la Nuit des idées, des personnalités de tous les horizons vont nous aider à mener une réflexion approfondie sur cette reconstruction. Je suis particulièrement heureux de saluer le professeur Dominique Schnapper, professeur Susana Del Rio, Jérémy Gallon et le professeur Francisco Aldecoa et notre modérateur Javier Madariaga. Je vous cède maintenant la parole, je vous remercie, je vous souhaite à tous une excellente nuit des idées. Merci de m'avoir invité. Aussi à Madame Dominique Schnapper et à toutes les personnes qui sont ici dans la salle. Directeur de l'Institut français. Merci pour cette invitation à cette rencontre très intéressante. 7e Nuit des idées déjà. Elle était à l'époque créée par Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, en 2016. Et à partir d'aujourd'hui, y hasta... Depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin mai, il y aura plus de 150 rencontres en plus de 100 pays, toujours avec le même objectif, faire circuler les idées, comme nous allons faire aujourd'hui, parmi les pays, les cultures, les disciplines et les générations. Après une crise sanitaire, surtout sanitaire, mais aussi économique, sociale, maintenant, c'est la priorité, reconstruire ensemble. Et l'Institut français Et l'Institut français a rassemblé, d'après moi, les meilleurs panels pour réfléchir à propos de ces tâches de reconstruction que nous avons avant nous. Nous allons commencer avec Madame Dominique Schnapper. Elle est... Madame Schnapper, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. On va vous céder la parole. Pour cette reconstruction, on parle de la reconstruction ensemble. Pour
pour cette reconstruction qu'on cherche, il serait nécessaire une Europe plus unie et plus forte. C'est facile à dire, mais je ne sais pas, les réaliser, c'est plus difficile. Oui, merci de me donner la parole et je regrette de ne pas être parmi vous, mais c'était difficile. Alors cette formule, une Europe plus unie et plus forte, est la conclusion du rapport auquel j'ai participé de Thierry Chopin, à qui on avait demandé un rapport à transmettre au président de la République, qui est, comme on l'a rappelé, président de l'Union européenne, du Conseil des ministres de l'Union européenne pour 6 mois. Et nous avions conclu ce rapport en faisant le souhait que l'Europe soit à la fois plus unie et plus forte. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est pourquoi il est nécessaire qu'elle soit plus unie et plus forte, d'abord, nécessaire donc souhaitable, et aussi pourquoi c'est difficile qu'elle le soit. Je pense qu'il faut que nous voyions les difficultés et que nous ne disions pas seulement ce qui serait souhaitable. Alors, avant d'expliquer pourquoi elle me paraît plus particulièrement nécessaire, je voudrais rappeler quelques points historiques parce que je pense que ça fait mieux comprendre la situation actuelle. Le projet d'origine, en 1949, tel qu'il avait été conçu, était un projet politique. C'était un projet politique car il s'agissait d'empêcher les pays européens de continuer ces règles, ces guerres fratricides qui avaient marqué les siècles précédents. Et il ne fallait pas se retrouver devant ce qu'on découvrait avec horreur, c'est-à-dire la Shoah, le génocide des Juifs auquel avaient abouti ces guerres. Et donc le premier projet était vraiment politique, dépasser les guerres et construire une Europe fédérale. Je pense qu'il y a eu un grand moment de transformation avec le rejet de la Communauté européenne de défense, la CED, en 1954, qui devait construire l'armée européenne, première base d'un pays fédéral. Et depuis ce rejet de 1954, il y a eu une ambiguïté sur le projet européen parce que les militants de l'Europe, devant l'échec de la CED en 1954, ils ont voulu construire non plus, ils ont dit qu'ils ne construisaient plus une Europe fédérale, mais qu'ils voulaient construire une solidarité de fait entre les différents pays européens. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait au cours des décennies. Ils ont construit des liens économiques très étroits. Ils ont construit des échanges intellectuels. Je vous rappelle Erasmus qui est venu. Et ils ont pensé que de ces liens objectifs qui étaient construits pourrait sortir une forme politique. Mais ce n'est pas le cas parce que des relations objectives ne sort pas nécessairement un projet politique. Et il est resté cette ambiguïté qu'on peut résumer par le terme: est-ce que l'Europe doit être un grand marché économique, mais doit-elle être un projet politique? C'est une interrogation qui est restée marginale et qui est pourtant fondamentale. Mais il faut voir, je crois, et c'est très important, que la construction de l'Europe a été pour construire la paix et elle a marginalisé tout ce qui concernait la défense, la puissance, la force militaire. Et donc cette construction de la paix et des échanges économiques se trouve aujourd'hui dans une situation nouvelle qui fait qu'il est à la fois plus nécessaire et aussi plus difficile de la construire comme une unité et donc une Europe plus unie
et une puissance, une Europe plus forte. Alors pourquoi est-ce que il est aujourd'hui plus nécessaire que ça ne l'a été au cours des décennies précédentes de faire une Europe plus unie et plus forte? Je pense que le point capital, c'est la nouvelle situation géopolitique. La construction européenne avait un double projet: dépasser les guerres entre les Européens et résister à l'avance du monde communiste. D'une certaine façon, l'URSS a été un des meilleurs arguments pour la construction de l'Europe, car elle donnait aux pays européens un minimum de projets politiques communs qui était celui de se défendre contre le monde soviétique. Donc elle ne pouvait pas être totalement un univers de paix et d'échange, parce que le monde soviétique lui donnait une unité. Si on est optimiste et qu'on considère le caractère paradoxal de la situation actuelle, on peut penser que la pression que M. Poutine exerce aux frontières de l'Ukraine va peut-être redonner à l'Europe quelque chose comme une volonté politique, une volonté de défense. Mais il est incontestable que la chute du mur de Berlin a ôté à la plupart des pays européens le sentiment qu'ils avaient à résister à un ennemi. Ils ne savent plus très bien où sont leurs ennemis. Et en même temps, ça c'est la première caractéristique et elle me paraît fondamentale. La seconde, c'est que la Chine joue désormais un rôle important dans les relations économiques et qu'elle joue un rôle différent selon les différentes nations européennes pour imposer ce qu'on appelle un soft power, mais qui est une vraie puissance et un vrai danger pour les valeurs européennes qui ne sont pas celles de la Chine. Or, l'introduction de la Chine tente à désunir les pays européens qui n'ont pas la même réaction à l'égard de la poussée chinoise. Troisième point capital, me semble-t-il, c'est l'évolution des États-Unis. C'est la protection américaine qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a permis aux Européens de se développer du point de vue économique et de connaître une condition de richesse et de liberté dont peu de temps historiques et peu de situations historiques ont pu faire la même expérience. Nous avons vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous la protection militaire des États-Unis et les Espagnols l'ont compris aussi bien que tous les autres pays européens, même s'ils ne le disaient pas. Aujourd'hui, les États-Unis connaissent une crise démocratique. Ils sont maintenant obsédés par leur rivalité avec la Chine. L'Europe est moins centrale dans leur conception de leur rôle dans le monde. J'ai été très frappée de l'absence du président Obama lors de la célébration de la chute du mur de Berlin. Il n'est pas venu en Europe à cette occasion, ce qui symbolisait bien le fait que pour lui, le centre de l'intérêt stratégique des États-Unis n'était plus en Europe comme du temps de la guerre froide contre l'URSS, mais à l'intérieur du monde pacifique et asiatique. Et d'autre part, la démocratie américaine connaît une grave crise qui fait que les Européens n'ont plus le sentiment qu'ils puissent compter sur leur protection avec la même sûreté, la même sécurité qu'ils ont connue au cours des décennies précédentes. Donc, il me paraît nécessaire que l'Europe pacifique et vieillissante comprenne qu'elle doit prendre les moyens nécessaires pour se défendre contre des pays et des régimes qui ont pour objectif de la remettre en question. Aussi bien
la Chine, que la Russie, que M. Erdogan, qui pourtant appartient à l'OTAN, et que les islamistes extrêmes disent bien que la démocratie européenne est finie et qu'ils sont plus forts et qu'ils sont meilleurs et qu'il faut la détruire. Et donc, l'unité de l'Europe me paraît extrêmement nécessaire. Elle est nécessaire, mais en même temps, elle est difficile. La démocratie européenne a refusé les dimensions militaires, sauf des moments, je parle rapidement étant donné le temps qui m'a été accordé. Elle ne se pense plus dans la puissance, et de ce point de vue, le cas de l'Allemagne est à la fois symbolique et le plus important. L'Allemagne est le pays le plus important, le plus riche de l'Europe. Or, pour des raisons historiques que nous connaissons tous, c'est un pays qui refuse les interventions armées, qui a eu beaucoup de peine à se créer une armée et qui ne se pense pas comme une puissance militaire et responsable. La deuxième raison, c'est que les pays européens, donc l'Europe, donnent une forte influence, sinon une priorité, ou même une priorité à la politique, non plus à la politique, mais au bien-être de ces populations. À juste titre, étant donné les valeurs que nous partageons tous, nous pensons que l'Europe doit être une Europe sociale, qu'elle doit veiller à la protection des plus pauvres et des marginaux, s'occuper aussi d'une population vieillissante. Bref, l'évolution de la démocratie européenne va de plus en plus vers ce que Tocqueville avait annoncé, c'est-à-dire une démocratie qui se soucie en priorité du bien-être de ses populations. C'est la deuxième raison pour laquelle il devient difficile de donner conscience aux populations européennes que par-delà leur bien-être, il faut aussi qu'elles aient la volonté de défendre les valeurs que porte l'Europe. Et là, j'en viens au point qui est peut-être le plus important, c'est que la démocratie elle-même, la démocratie européenne, si elle est moins directement en crise que celle des États-Unis, est une démocratie qui s'interroge sur ses propres valeurs, et les Européens croient moins à leurs propres valeurs, ce dont témoigne dans les différents pays la montée des populismes qui remettent en cause les valeurs sur lesquelles sont fondées les pratiques démocratiques. Or, la démocratie est un régime précieux, mais il est aussi fragile. Et si les démocrates ne croient plus aux valeurs démocratiques, personne ne viendra les défendre. Et donc, la conscience de la valeur de la démocratie et de la nécessité de la défendre est essentielle, et l'évolution actuelle paraît un petit peu inquiétante. Et enfin, l'extension vers l'Est, qui a résulté de la chute du mur de Berlin, fait que l'Europe, les 27 pays européens, sont plus hétérogènes qu'ils n'ont jamais été. L'Ouest, avec toutes les limites de la démocratie, a fait depuis des décennies l'expérience de la démocratie, les pratiques qui sont nécessaires à la démocratie, ils sont connus, ils sont pratiqués depuis assez longtemps. Les nations de l'Est, la plupart d'entre elles, n'ont jamais fait l'expérience démocratique, puisque beaucoup d'entre elles n'ont fait que quelques années entre les deux guerres mondiales, et ensuite ont été soumises à des régimes totalitaires successivement
nazi, puis la guerre, puis le communisme. Or, dans ces régimes fragiles, il importe que les institutions soient connues, qu'elles soient respectées. Et elles ne peuvent être connues et respectées qu'avec du temps et l'expérience. Or, sur bien des sujets, on voit une opposition entre les pays de l'Ouest et les nations européennes de l'Est, dont les convictions identitaires et traditionnelles se heurtent aux conceptions de l'Ouest. J'évoque simplement le rapport à l'avortement, par exemple, l'attitude vis-à-vis des migrants et le respect du droit, puisque nous avons à l'Est des pays qui, lorsque le tribunal constitutionnel prend une décision qui ne leur plaît pas, changent le mode de nomination des membres du tribunal constitutionnel, ce qui remet en question l'état de droit. Et je vous rappellerai que la Pologne a déclaré que le droit national primait le droit européen, ce qui remet en question le fondement même de la construction européenne, selon lequel le droit européen prime le droit national. C'est donc un problème politique, un problème fondamental, puisqu'il remet en cause le principe même par lequel se construisait progressivement, d'année en année, de décennie en décennie, quelque chose comme une unité politique. Et donc, pour arriver à la conclusion de ces indications rapides, il faut que l'Europe soit unie, il faut qu'elle soit forte, mais pour cela, il faut que les citoyens des pays européens voient clairement les dangers, les risques, les défis que porte la construction européenne. Il faut qu'ils aient la volonté de défendre les valeurs de l'état de droit, du pluralisme, le pluralisme des opinions, le pluralisme des institutions et le respect de l'autre, par-delà le respect des institutions, le respect de l'autre qui fonde la spécificité de l'Europe et qui continue à la distinguer des pays du reste du monde. Le mot démocratique est utilisé dans tous les pays du monde, mais la véritable démocratie est maintenant essentiellement en Europe et aux États-Unis, et il faut avoir conscience de sa fragilité, de la nécessité de la défendre et de la volonté des démocrates de le faire. C'est pourquoi il faut souhaiter qu'elle soit effectivement plus unie et plus forte, mais ne pas se dissimuler la difficulté de l'entreprise et le fait qu'elle dépende de la volonté des démocrates. Je vous remercie. Merci, Madame Schnapper. Je reviens avec vous dans le débat à 4. D'accord? À tout à l'heure. Ahora vamos con Francisco. Nous passons maintenant à Monsieur Francisco Aldecoa. Madame Schnapper a parlé de la nécessité de se défendre face aux pays que remettent en question l'Europe. Et d'après moi, Monsieur le canciller Scholz, dans son accord de coalition, a parlé ouvertement d'arriver dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense que vous allez en parler de cette conférence. Elle veut parvenir à avoir un État fédéral européen. Un projet fédéral, excuse-moi. Et il n'utilise pas État, il utilise projet fédéral. Est-ce que les États-Unis de l'Europe, est-ce que l'avenir recèle-t-il les États-Unis d'Europe? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité dans ce Nuit des idées organisée par les différents instituts français en Europe. C'est un honneur d'être ici parmi les 130 participants pour parler à propos de l'Europe et l'avenir d'Europe. J'ai bien aimé
l'intervention de Madame Dominique Schnapper. Je crois que vous êtes fille de Raymond Aron, qui était l'un des auteurs que nous avons suivis, les académiques de ma génération. J'ai eu l'opportunité de diriger une thèse à propos de Raymond Aron. Et il était très, très motivateur, très inspirateur, et il a connu les influences. Ces influences sont très importantes. J'ai bien aimé, en général, c'est vrai, elle a bien aimé tout, except un petit problème lors de la traduction. J'ai dit que vous parlez de la communauté européenne de l'acier et le charbon, et vous parlez effectivement en 1950 de la communauté européenne, la CEE. Mais j'ai bien aimé le fait qu'elle a dit que l'Europe commence en 1949. Et c'est par le congrès de La Haye où tout le mouvement, tout le groupe politique de l'Europe se sont réunis, toute la société civile, et le projet européen est né. Et pour moi, c'est spécialement important parce que dans l'actualité, je suis le président du Conseil fédéral espagnol du mouvement européen. C'est l'année 88 que le mouvement de La Haye et le mouvement européen est né. Et puis à Paris, en 1949, le Conseil espagnol du mouvement européen est né. Alors, commencer par reconnaître le rôle de la société civile, même du mouvement européen, c'est une bonne manière de commencer à comprendre le procès politique. J'avais noté 4 points, 4 idées. Cela a commencé dans le nouveau cycle politique qui va expliquer un peu les élections de mai 2019. En deuxième lieu, la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a aussi une origine française. C'était le président Macron avec son discours de la Sorbonne en 2017. Il a commencé avec l'importance de cette consultation. Je avais aussi prévu de parler de comment la présidence de la France est une chance, une opportunité pour pousser les conséquences vraiment de la conférence. Et en quatrième lieu, l'importance de la pertinence de la société civile organisée et aussi de la conférence qui auront lieu en progrès sur les conclusions et nous pourrons approfondir de la politique à travers la Convention. Voilà les idées que j'avais. Maintenant, j'en ai bien d'autres. Parmi elles, rappelez que le 7 février, nous allons fêter le 30e anniversaire du traité de Maastricht. Là, la nature économique de l'Union va changer vers une nature politique. La fin de la guerre froide a eu comme conséquence un nouveau traité face aux nouvelles conséquences. Je voulais aussi rappeler que le traité de Maastricht rassemble le projet Spinelli de 1984 et là, ce projet de traité qui n'était pas possible parce que le mouvement qui connaissait le monde à cette époque, nous vivons encore en temps de guerre froide et ce projet était extrêmement innovateur. Les États l'ont cependant rejeté. Et puis ce traité
approuvé et ratifié plus tard. Un mouvement né de la volonté populaire n'est pas approuvé par les conséquences, par les conditions de la société internationale. Les changements en Europe et dans le monde ont fait possible que ces projets se relancent et donnent lieu au traité de Maastricht. Le traité avait comme nom traité de l'Union européenne, pas des communautés européennes. Et on passe d'une communauté des États à une union politique incomplète, où c'est l'ensemble, c'est l'union. L'idée, c'est l'idée d'union et pas des communautés d'États. Thuriol, quand il parlait du traité de Maastricht, il disait que nous passons d'un système séparé, voilà la communauté des États vraiment séparés, et nous commençons un processus jusqu'à aujourd'hui, et nous voyons maintenant un ensemble, pas identifié par tous les États membres, et la définition, c'est vraiment l'ensemble. C'est vrai que c'est un ensemble avec des parties différentes. Et voilà pourquoi je veux rappeler que le traité de l'Union européenne est né il y a 30 années. Dans ce traité, dans la première partie, le traité est signé en février, mais le conseil c'était à la mi-décembre. Il avait un paragraphe où le traité disait que l'Union européenne doit essayer, et c'est une phrase qui est encore dans le traité de Lisbonne, et une Europe avec une vocation fédérale. C'est une idée qui est disparue par le veto britannique de ce conseil. Mais les vétos, c'est un veto au mot, c'est-à-dire nous n'avons rien changé par rapport au traité, et la vocation fédérale était implicite. Nous allons oublier dans cette exposition historique en date clé quand M. Schuman a rassemblé les projets politiques de l'Union des citoyens en le 9 mai, où il raconte que la CK, c'est vraiment la première étape. Vu que l'interprète a fait cette erreur, elle a rappelé vraiment ces questions, il faut rappeler, je voudrais rappeler que nous avons connu une nouvelle étape après les élections de mai 2019 qui ont connu une participation citoyenne beaucoup plus grande, et le résultat c'était que la participation était 10% plus élevée. La participation était toujours moins, et nous avons connu un changement très profond. Même si en Royaume-Uni, les élections sont convoquées plus tard, parce que nous ne savons pas si la sortie du Royaume-Uni serait en 2019 ou 2020. Le Royaume-Uni a connu une participation plus bas, comme dans les pays de l'Est, exactement parce que Madame Schnapper a raconté, parce qu'elles n'ont pas cette tradition électorale. Mais pour le reste des pays, c'est un niveau de participation équivalent aux élections nationales des États membres. Je
je voudrais rappeler quelque chose. La différence, c'est parce que la participation des jeunes était énorme. Et c'est quelque chose qu'on ignore. Dans les élections de 2019, la participation des jeunes est presque les doubles, c'est redoublé par rapport aux autres groupes. Nous sommes dans une étape politique tout à fait différente. L'élection de la présidente du Parlement, de la Commission, Madame Ursula von der Leyen, elle a été élue avec une marche très petit, et puis elle a eu des problèmes en Allemagne et on change de candidat, etc. Mais en novembre, avec la votation définitive de la présidente de la commission, elle a obtenu le 70%, en 70%. C'est-à-dire, elle a une légitimité jamais connue. Et jamais vue aussi dans les autres élections nationales des États membres. Dans cette législature du Parlement européen, il y a des questions très importantes votées, approuvées avec 70%, et cela mène à une légitimité d'origine et d'exercice extrêmement importante. Voilà pourquoi je voulais souligner cette nouvelle étape politique. Je voudrais mentionner aussi la conséquence de la pandémie, à savoir les décisions fondamentales par rapport au plan de relance et au fonds Next Generation. Et c'est aussi un nom très important, nouvelle génération, parce que ce sont les nouvelles générations qui vont payer la dette, qui ont été mobilisées pour faire face aux conséquences politiques, sanitaires, économiques, sociales de la pandémie. Il faut rappeler que ces décisions adoptées à travers les 3 institutions, par initiative du Parlement et travail de la Commission et décision finale, et c'est absolument fédéral. D'un côté, la répartition est selon les nécessités des pays, et aussi la dette et comment. Il faut rappeler que Mme Merkel, 3 années avant, avait dit qu'elle n'approuverait jamais une dette commune. Cependant, elle va être connaître parce que face à cette urgence, elle a changé sa position, elle a fait un pari avec le soutien de France pour avoir ces fonds, même s'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'opposants. Ce dette commun représente en fédéralisme, en sorte de fédéralisme, nous allons aussi redoubler le budget pluriannuel. Nous allons parler de 1,2, 1,5 quelques mois après. Et en novembre, nous allons approuver le 2%, en 2%. Et il faut regarder comment à quel point les circonstances ont changé. Et c'est une question très vaste, mais je vais parler vraiment de cette nouvelle étape politique. Cet fédéralisme dont Schuman a parlé aux origines. Dans le gouvernement fédéral allemand, le nouvel gouvernement, et le projet parle notamment de l'avenir de l'Europe.
à savoir la supération de l'unanimité pour la politique extérieure, etc. Mais c'est surtout un compromis, un engagement, excuse-moi. Et quand la conférence sera finie, nous allons réformer les traités dans une logique fédérale. Il ne parle pas d'un État fédéral, ou bon, ça dépend de la traduction de l'allemand, et ça dépend aussi de la traduction vers l'anglais. On utilise la différence entre État fédéral ou organisation fédérale, projet fédéral. J'ai rappelé bien et pas bien. Et dans la logique allemande, il n'est pas question de créer un État fédéral. L'objectif, c'est d'avancer vers des changements. Et puis, l'aspect suivant, la présidence française a la même volonté. La France n'utilise pas le mot fédération. Cependant, moi, la semaine dernière, comme j'ai dit, je suis représentant dans la conférence sur l'avenir de l'Europe et représentant de la société civile espagnole. Et j'ai entendu que dans le débat oral, il a dit il a nommé le mot fédéralisme. Et il a parlé de souveraineté stratégique et les changements qualitatifs dans la réforme de traité. Il a été aussi cité. Alors, la France, l'Allemagne sont engagés dans cet avancement européen, dans ce progrès européen. Parce que maintenant, c'est important d'avoir une Europe unie et forte. Il a parlé aussi des élections par liste transnationale, et c'est aussi dans le programme français pour mener cette réforme lors de prochaines élections, parce qu'il n'était pas possible lors de l'édition française. La conférence, comme j'ai dit, est une initiative française. L'objectif était d'avoir la conférence dans l'année 2020 et à Dubrovnik, mais par Dubrovnik et par la pandémie, et aussi surtout parce qu'il y avait un manque d'accord parmi les 3 présidents du Parlement, Conseil et la Commission. Et cette conférence n'a pas vu les jours en 2020, mais en 2021. Et la méthode présentée était un peu compliquée parce que les 3 voulaient être présidents, et on fait un trio, 3 présidents, le président du Conseil, de la Commission et du Parlement. Et nous avons fait un acte, une aperture le 9 mai, cette date symbolique en Strasbourg. Strasbourg est un lieu priorité pour la conception de l'Europe. L'objectif de la conférence, c'est adapter les réformes intérieures aux politiques. Et même Madame von der Leyen, lors de son premier discours, a rappelé son engagement de créer une conférence entre les représentants des institutions et les représentants de la société civile, avec une participation des citoyens et des jeunes. C'est très difficile à expliquer, mais non, ce n'est pas une relation égalitaire entre les citoyens, la société civile et les institutions. Il y a un système de panneaux avec 800 citoyens choisis aléatoirement, de manière aléatoire.
et surtout la France est contre ce système. Mais même s'il y a des difficultés dans la conférence, je crois que nous allons voir des changements profonds. Pas seulement politiques, mais aussi des changements institutionnels. Il y a 9 groupes de travail. Moi, je fais partie de l'Europe dans le monde. Et les conclusions que nous devons adopter sont pour avril. Et il y a alors un délai dans la conférence. Mais le message, c'est que d'après moi, il y aura des accords. Dans le Parlement européen, il y a un accord clair. Le président actuel, qui a les compétences, est Bert Hofstad, libéral, déclaration de Laken, premier ministre de la Belgique. Et lui, il a une position fédéraliste très forte. Et il a rassemblé le soutien du Parlement européen pour un fédéralisme fort. Les représentants des parlements nationaux ont une connexion plus faible. Mais le représentant des gouvernements, surtout le trio qui maintenant rassemble l'Espagne aussi, France, Allemagne, Italie, Espagne. Il faut souligner qu'il y a un accord parmi les interlocuteurs sociaux. Il y a un programme clair par rapport à l'incorporation de l'accord de Porto où il y avait un accord pour ajouter la question sociale au traité. Il y a aussi un accord entre les différentes régions. Alors, même s'il y a des faits, dans la presse française, nous avons notamment critiqué la faillite de la conférence. C'est vrai qu'elle va aboutir à quelque chose. Le processus des années 49, 50, 51 vont continuer dans cette logique fédérale. L'Europe, comme Ortega a dit, c'est un chemin, c'est pas la fin, c'est le chemin. L'objectif, c'est de progresser dans quelques domaines. Et bon, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas le temps de parler des autres points, mais je reste ouvert à parler de cette autre question pour les débats. Je vous ai présenté, vous êtes docteur en sciences politiques, titulaire de la chaire Jean Monnet sur le modèle politique européen. Susana Del Rio, vous êtes docteur en sciences politiques, membre du comité d'experts de la Commission européenne. Dans cette reconstruction, c'est l'argent qui fait le point. Et en Espagne, pour nous, c'est notamment important le plan de relance, les fonds de relance, les 70 milliards pour l'Espagne, 40 milliards pour la France. On va essayer de parler pour 10 minutes et si c'est possible, ici. En premier lieu, Monsieur le Consul, Monsieur le Directeur de l'Institut français, chers collègues, Dominique, Paty, Jérémy, Xavier, à tous les intervenants, merci beaucoup. Je vais commencer par le plan de relance, par le fonds Next Generation EU. Je crois que le point plus important, c'est l'importance des fonds de relance parce que c'est une opportunité pour cette idée politique de l'Union européenne, une idée qui est devenue une réalité, un modèle politique, un modèle démocratique, un modèle d'intégration.
Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette nuit des idées, je voudrais souligner le fait que dans ces changements politiques dont le professeur Aldecoa a parlé, il y a deux questions très importantes, les fonds de relance et la vaccination, le plan vaccinal. Il s'agit d'un temps politique clé. Je crois que dans cette répartition de fonds de récupération, il faut faire une analyse parce que chaque État membre qui reçoit des fonds doit vraiment faire des réformes, il y a des règles et il y a une conditionnalité. C'est très important aussi en relation à la répartition des fonds et au fait que chaque État membre a une situation, un contexte socio-économique différent et la répartition doit être responsable et doit être aussi engagée. Il faut souligner que le fonds de relance doivent répondre à qu'est-ce que c'est l'Union européenne, au fait que nous sommes des États membres de l'Union européenne et qu'il faut soutenir et conditionner le plan de relance à l'état de droit parce que l'Union européenne, c'est l'état de droit. Et pour la construction de plans de relance, le processus politique pour ce plan de relance pour chaque État membre, il était très, très important le fait que la démocratie représentative, nos représentants dans le Parlement européen, ont donné la voix à l'appel des citoyens, des entreprises, dans ce processus des dernières années, et à cause de la crise du Covid, le Covid-19, même s'il était une crise, a fonctionné, si vous me le permettez, comme un catalyseur pour avoir une réponse politique européenne rapide et réelle. Les eurodéputés réunis lors des sessions plénières du Parlement, avec la plupart d'entre eux en virtuel, ont su envoyer le message à la Commission européenne, au gouvernement, à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, pour dire il faut parler avec les chefs d'État et de gouvernement. Il faut agir en tant que gouvernement européen. Nous allons commencer avec cette dette commune, avec ce plan de relance, un plan de relance sans précédent. Et c'est un exemple aussi de solidarité. Comme vous savez, la solidarité est partie de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avec les valeurs comme la liberté, la solidarité dans le cadre de la citoyenneté, de la justice et comme Dominique a bien expliqué, nous avons une démocratie réelle, vive, qui doit être ordonnée. Pour moi, une démocratie supranationale européenne est une démocratie où la démocratie représentative et la démocratie participative vont ensemble pour avoir vraiment une démocratie de qualité. Je voudrais souligner que ces plans de relance, nous savons que chaque État membre a un plan, un projet pour utiliser, investir les fonds.
quels sont ces progrès, ces idées, en premier lieu, le pacte vert européen, pour faire de l'Europe le premier continent neutre. Et l'autre point, c'est la numérisation. L'autre point, c'est l'égalité. Et finalement, la cohésion et la croissance. La cohésion sociale et la croissance. Dans ce moment si important pour la responsabilité commune, l'idée de l'Union européenne, l'intégration européenne ont besoin de cette responsabilité commune. Et maintenant, avec le plan de relance, encore plus, nous, les Européens, sommes la somme, l'ensemble, pour la première fois, la citoyenneté, comme Monsieur Aldecoa a dit, elle est énoncée dans le traité de Maastricht. Nous, la citoyenneté, nous avons deux privilèges. En premier lieu, être citoyen des États membres et en même temps être citoyen européen. Ici, maintenant, nous avons une conférence sur l'avenir de l'Europe. Je voudrais expliquer que dans tout le procès de participation citoyenne de la société civile, dans ce procès de construire l'Europe avec les citoyens, parce que l'Union européenne, ce sont les États et la citoyenneté, et nous avons sauté. Nous avons appris, il faut apprendre d'autres initiatives, le plan démocratie, dialogue et débat de la Commission européenne. Nous allons apprendre de l'Agora du Parlement. Il faut apprendre des consultations européennes à la citoyenneté lancées par la Commission. Il faut apprendre des consultations du président Macron en 2017. Et nous devons apprendre aussi, et encore une fois, comme M. Aldecoa a dit, avec les conventions européennes. Parce qu'il s'agit d'un modèle avec une puissance politique, une capacité de commencer cette réforme des traités dont nous avons besoin pour réaliser et que les Next Generation EU arrivent vraiment à la citoyenneté. Maintenant, nous sommes dans une conférence sur l'avenir de l'Europe. Les débats est autour des questions fondamentales dans beaucoup des idées, propositions. Mais il faut écouter aussi les demandes des grandes politiques. Pour moi, les grandes politiques, ce sont les thèmes liés à la réforme des traités. Convoquer et parler vraiment d'une convention pour donner lieu à une troisième convention européenne. La première a donné lieu à la Charte des droits fondamentaux, puis le projet de constitution européenne. Et maintenant, il faut convoquer une troisième convention pour le modèle des Spitzenkandidaten, pour que la représentation des citoyens, le candidat de parti plus voté soit le candidat et changer le modèle et la décision politique, les listes transnationales, le sentiment de pertenance européen avec une vision transnationale. Tous ces thèmes. Et moi, je voudrais rappeler à notre sujet, c'est aujourd'hui la nuit des idées, et il faut parler encore une fois de constitution européenne. Rappeler ce mot, constitution européenne. La constitution n'a pas vu le jour par
la négative de la France et des Pays-Bas au projet des constitutions européennes, au projet européen. Mais il faut récupérer le mot constitution et ça sera possible grâce au débat de la conférence sur l'avenir de l'Europe et surtout avec la convocatoire de cette 3e convention avec ce réforme des traités. Je vais finir et je vais revenir au début. Pour que les fonds de relance, pour que le fonds Next Generation EU, et quand on a commencé avec le terme Next Generation, je pensais que c'était un peu un marketing. Je n'ai pas trop aimé. Et maintenant, j'aime bien le terme Next Generation EU parce que ça veut dire solidarité. De fait, le processus de solidarité quotidienne, comme l'a dit Robert Schuman, Next Generation EU, ça va être possible si tous ensemble, et j'aime bien le terme ensemble, et réunir, reconstruction, ensemble, unis. Pour moi, c'est très important que tout les synergies, la co-gouvernance et la capacité de l'Union européenne est visible maintenant dans le plan de relance, la responsabilité partagée, la solidarité, le fait que les États membres vont faire et mettre en œuvre des réformes et se plonger dans le pacte vert européen, dans la durabilité environnementale, institutionnelle, éducative, culturelle, une durabilité dans notre démocratie supranationale européenne. Je voudrais finir avec une cite de Pat Cox quand il a ouvert la convention qui a élaboré le projet de constitution. Il a parlé de William Barclay Yeats et j'ai bien aimé cette phrase. Il dit plus ou moins qu'il faut donner visibilité à la volonté des citoyens. Et c'est quelque chose que nous voyons dans la conférence sur l'avenir de l'Europe avec la plateforme multilingue et aussi dans le panneau citoyen. Pat Cox a exposé en citation de William Butler Yeats et il parle vraiment des rêves pour l'avenir et de comment nous partageons ces rêves et nous faisons partie des rêves des autres. Moi, j'utilise beaucoup cette citation parce qu'il faut partager cette citation au plan politique qui développe maintenant les programmes politiques et les programmes sanitaires pour les citoyens européens. Et toute construction ensemble, on le fait avec quelle politique étrangère? Jérémy Gallon, il est diplômé en haute études commerciales. Il était diplomate à l'Union européenne. Et l'Union, elle doit chercher quelle projection à l'extérieur? Bien, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à l'Institut français de Bilbao, son directeur Edouard Mayoral. Merci à Monsieur le Consul général pour votre invitation. Moi, j'aimerais commencer en vous amenant un petit peu en arrière. Et imaginons que nous sommes à Téhéran, donc loin d'ici, en 1943 et le 28 novembre. Et qu'est-ce qui se passe le 28 novembre 1943 à Téhéran? Il y a la première conférence des trois grands, ce qui va devenir la conférence de Téhéran pour la postérité, où se retrouvent Winston Churchill, Joseph Staline et Franklin Delano Roosevelt. Et cette journée, lorsque Churchill entre dans le salon d'honneur de l'ambassade soviétique à Téhéran, ça aurait dû être un triomphe pour Churchill, ça aurait dû être l'aboutissement. Parce que ça faisait des années qu'il se battait pour essayer d'amener ces deux géants parmi les forces alliées et créer un front commun face aux nazis, face aux forces de l'Axe. Mais ce jour-là,
c'est un sentiment très ambigu qu'il ressent. Parce que d'un côté, c'est le début de la fin de la guerre qui s'annonce, mais c'est aussi, et Churchill s'en rend compte ce jour-là, la fin de l'Europe. La fin d'une Europe qui écrit l'histoire. Et lorsqu'il rentre dans cette pièce, il voit Staline, il voit Franklin Delano Roosevelt, et il comprend que ce sont eux qui écriront l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. Et que ce monde où l'Europe écrivait l'histoire depuis des siècles, à travers ses empires, mais également auparavant, est révolu. Et ça va l'amener à un cheminement qui va l'amener à un discours qu'on a oublié, qu'il prononce en août 1949 à Strasbourg. Un discours, les Français sont contents parce que c'est le seul discours que Churchill a prononcé en français. Et lors de ce discours, il dit « Il faut qu'on bâtisse une Europe politique. Une Europe qui nous permettra de renaître, nous Européens, de retrouver la gloire des temps perdus, mais aussi d'écrire à nouveau l'histoire. » Et je pense que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que, plus de 70 ans après ce discours, on écrit à nouveau l'histoire ? Est-ce que l'Europe, elle est un acteur du monde aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est un témoin de l'histoire en marche ? Et si on regarde d'abord sur un plan géopolitique, et sans aller à travers le détail de toutes les crises, mais revenons simplement sur quelques-unes. Déjà, ça commence mal. 1956, crise de Suez, c'est une crise très symbolique. C'est cette crise où vous avez les deux puissances européennes, la France et le Royaume-Uni, qui ont dominé le monde depuis le XVIIe siècle, qui ont eu des empires, qui, dans une crise à leurs frontières, finalement aux frontières de l'Europe, en Égypte, ne sont même plus capables d'avoir une politique étrangère indépendante dès lors que les deux grands s'y opposent. Et puis, si on va plus loin, début des années 90, les Européens sont incapables, sur leur continent, sur leur terre, cette même terre qui avait vu plus de 60 ans avant l'Holocauste se produire, d'éviter à nouveau un nettoyage ethnique de se produire en ex-Yougoslavie, de voir à nouveau des camps de concentration s'ouvrir sur le territoire européen. Une impuissance européenne tragique. Plus récemment, au moment de la crise syrienne, une crise qui déstabilise toutes les sociétés européennes, par les flux migratoires qu'elle génère, par la menace terroriste qu'elle suscite, qui nourrit les extrêmes, qui fragilise la fabrique sociale à travers toutes les sociétés européennes. Est-ce que l'Union européenne, dans cette crise qui est à ses frontières, qui la touche directement, est à la table des négociations ? Absolument pas. Moi, j'étais diplomate pour l'Union européenne à ce moment-là. On a été observateurs, on n'était pas acteurs. C'était les Iraniens, les Turcs, les Russes, les Américains qui décidaient des conséquences de cette crise dont on n'a pas encore fini de payer le prix. Et les exemples se multiplient. Guerre au Karabakh en 2020, l'Union européenne est absente. Plus récemment, crise ukrainienne. Quoi qu'on en dise, le dialogue est devenu un dialogue entre Américains et Russes. Le format de Normandie a été mis de côté. Sur le plan géopolitique, on pourrait multiplier les exemples. C'est également nos alliés. Le retrait en Afghanistan. Les Européens ont été considérés comme des alliés de seconde zone, alors qu'on avait mobilisé des hommes, alors que des soldats européens s'étaient fait tuer sur place, alors qu'on avait des programmes de développement. Retrait en 2019, c'est moins connu, du traité FNI des Américains, qui a un véritable impact sur la stabilité sécuritaire en Europe. Les Européens ne sont pas consultés. Accord sur le nucléaire iranien, c'est pareil. Du côté géopolitique, on sort de l'histoire. Et on en sort à grands pas. Regardons juste un instant du côté économique. Là aussi, il faut être lucide. Quelques chiffres juste. Vladimir Poutine a dit que celui qui dominerait l'intelligence artificielle dominerait le monde de demain. En 2021, 80% des investissements globaux en intelligence artificielle et en blockchain ont été faits par les Américains et les Chinois. Le poids de l'Union européenne, 7%. 7%. En 2021, le Centre français de recherche, le CNRS, avait un budget total de 3,5 milliards d'euros. Cette même année, Amazon, cette compagnie que vous connaissez tous, dépensait 38 milliards d'euros en recherche et développement. Et les exemples pourraient se multiplier. 10 premières capitalisations boursières mondiales, 6 américaines, 3 chinoises, une entreprise saoudienne. Les 20 premières entreprises de la tech mondiale, 11 américaines, 8 chinoises, une taïwanaise. L'Europe sort de l'histoire sur le plan économique également. Alors, on arrive à un constat qui est extrêmement dur, et c'était Dominique Schnapper, votre père, qui avait écrit en 1976 cette phrase, je me permettrai de la citer, « Les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire, celle qui s'écrit en lettres de sang,
d'autres par centaines de millions et yantes. Moi, je trouve que ces mots, comme la plupart de ceux de Raymond Aron, ils sont encore d'une pertinence incroyable. À la seule exception que ce ne sont pas des centaines de millions de non-européens qui entrent aujourd'hui dans l'histoire, c'est des milliards de non-européens qui entrent dans l'histoire. Alors, on pourrait faire un constat qui est de se dire, bon, l'Europe sort de l'histoire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas la nostalgie d'une grandeur passée, de vouloir une Europe qui est encore un acteur de l'histoire ? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas considérer, et certains de nos intervenants l'ont dit ce soir, que le projet européen, c'est quand même une réussite. Depuis 75 ans, ce continent connaît la paix, ce qui est quand même une exception dans notre histoire. Durant ces 75 ans de paix et de prospérité, à l'exception du conflit en ex-Yougoslavie, il y a des modèles de développement social qui se sont créés, qui sont quasiment uniques. Il y a une civilisation des loisirs qui s'est développée, etc. Et donc finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir pour ambition d'être une grande Allemagne ou une grande Suisse, c'est-à-dire puissance commerciale de premier plan, une démocratie assez florissante et finalement un nain économique, mais un nain géopolitique, pardon. Mais est-ce que ça serait si grave d'être un nain géopolitique ? Là, je crois que malheureusement, même cette ambition, on ne pourra pas la réaliser. Pourquoi on ne pourra pas la réaliser ? Parce que les puissances qui nous entourent ne nous laisseront pas être une grande Suisse ou une grande Allemagne. Et on l'a vu au cours des dernières années. La Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, la Chine de Xi Jinping. L'Union européenne, parce qu'elle représente, par son modèle démocratique, Dominique Schnapper, vous l'avez souligné, par la place qu'elle accorde à l'individu, à la dignité humaine, l'héritage des Lumières, de l'humanisme, ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas accepter, qu'ils ne peuvent pas tolérer, parce que ça menace leur propre modèle. Et donc, ils ne nous permettront pas d'exister tels quels. Et donc, à partir de là, on a deux choix. Soit on continue, comme on l'a fait depuis maintenant des décennies, et on sortira de l'histoire de plus en plus vite. Et ça sera un long déclin, fait de spasmes plus ou moins violents, une longue décadence, et quels que soient les discours rassurants des Européens, de la bulle européenne, etc., c'est ce qui est aujourd'hui en train de se passer, et je pense que les gens en sont conscients. Soit on dit, on prend un autre chemin. Moi, je suis passionnément pro-européen, je crois que cet autre chemin, il est européen. Je ne crois pas du tout qu'il réside dans l'État-nation ou dans les nationalismes. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse, pour revenir à votre question, sur la diplomatie, sur la géopolitique, elle est européenne. Parce que tous les grands défis auxquels on fait face, qu'ils soient migratoires, sur le sujet du terrorisme, sur la question de savoir comment on protège nos citoyens des excès de la mondialisation, comment on protège nos entreprises, mais comment on leur permet aussi de se projeter dans le monde de demain. Tout ça appelle des réponses européennes. Et donc, à mon avis, il faut rebâtir une politique étrangère européenne. Et cette politique étrangère, alors, elle doit s'appuyer sur plusieurs axes. On pourrait rentrer, et peut-être que la discussion le permettra, plus en détail sur certains d'entre eux, mais j'aimerais juste commencer par un point. C'est qu'on a énormément d'atouts, nous, Européens, qu'on a tendance à sous-estimer. Le premier, c'est notre histoire, qui, à mon avis, nous donne une perspective sur le monde qu'aucun autre continent n'a. On est le fruit d'une histoire, fait de tragédies, fait de zones d'ombre, fait de moments extrêmement difficiles, mais qui nous ont également donné une forme de densité à nous, Européens, qu'on retrouve aux quatre coins de l'Europe. Et quelles que soient les différences culturelles que nous, on a entre Européens, il y a ça qui nous unit, qui nous donne cette profondeur, ce sens du temps long qui est si important en politique étrangère. Ensuite, notre diversité. On la voit souvent comme une faiblesse en politique étrangère. Moi, je pense qu'elle est une force. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, pour l'Union européenne, avoir un pays comme la Finlande, dont la survie depuis des décennies dépend de sa capacité à comprendre tous les mouvements de son voisin russe, nous donne une vision stratégique sur la Russie qui est unique. Et je pense que l'Espagne, par exemple, a des liens avec l'Amérique latine sur le plan diplomatique, sur le plan culturel, etc., qui sont aussi une force pour la diplomatie européenne. Donc cette diversité, plutôt que de toujours la voir comme une faiblesse, à mon avis, elle est une grande force. Ensuite, on a des atouts objectifs. Une puissance commerciale extraordinaire, qui est une puissance commerciale qui nous permet d'être une puissance normative. Vous l'avez évoqué. C'est toute une série de sujets, mais qui façonnent le monde de demain. C'est la question du digital, c'est la question de comment on fait la transition climatique. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un effet Bruxelles, c'est-à-dire que toute la législation qui est dessinée au niveau européen, le monde entier la regarde, et notamment moi je suis frappé de voir ça. Souvent elle est ignorée par nos concitoyens, cette législation, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas un grand patron américain, asiatique, d'Amérique latine
ou du Moyen-Orient, qui ne la suit pas extrêmement attentivement parce qu'il sait très bien que cette législation européenne va avoir un impact sur son marché demain. Et donc cette puissance normative, elle est essentielle, parce que la puissance normative, c'est notre capacité à projeter notre vision du monde. Quand vous définissez un exemple, des règles en matière d'intelligence artificielle, comme l'Union européenne est en train d'essayer de le faire, c'est la vision de l'individu que vous projetez. C'est la question du rapport à la vie privée. C'est la question de la dignité humaine lorsque vous réfléchissez aux règles qui vont définir les algorithmes. Et ça, l'Union européenne, elle a les outils. Ensuite, elle a un autre outil, par exemple, qui est aussi assez peu connu de nos concitoyens, c'est l'aide au développement. De très loin, l'Union européenne est le premier fournisseur d'aide au développement au niveau mondial. En Afrique subsaharienne, on parle quand même de plus de 75% de l'aide au développement qui est fournie par l'Union européenne. Donc l'Union européenne, elle a des atouts. Mais comme l'a dit Dominique Schnapper dans ses propos introductifs, il y a également des vraies faiblesses structurelles. Les vraies faiblesses, c'est qu'à mon avis, d'abord, elle ne s'est pas encore dotée d'une diplomatie digne de ce nom. Il y a un service diplomatique européen qui existe, qui est assez peu connu de nos concitoyens, qui s'appelle le Service européen pour l'action extérieure, qui a été créé en 2009. Le problème, et je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que les États membres n'ont jamais joué le jeu de cette diplomatie européenne. Il y a eu très vite des conservatismes, des jalousies, des peurs. Et donc, en fait, les États membres, et en tant que Français, je suis le premier à reconnaître que mon pays n'a malheureusement pas toujours joué le jeu de la diplomatie européenne, n'a pas misé assez sur le service européen pour l'action extérieure. Juste quelques symboles, mais très frappants. Plutôt que d'appeler ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, le chef de cette diplomatie, on l'a appelé haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Vous auriez voulu, dès le début, désincarner la fonction, l'éloigner de nos concitoyens, vous ne vous y seriez pas mieux pris. Les ambassades de l'Union européenne, plutôt que de les appeler ambassades, ce qui aurait donné aussi de la visibilité à travers le monde, on les a appelées délégations. Pareil. C'est des petits symboles, mais qui jouent à la fin. Ensuite, cette diplomatie européenne, elle a aussi fait des fautes. La première d'entre elles, c'est qu'elle s'est pensée en silo. Aujourd'hui, l'Union européenne, je l'ai dit, elle a des atouts énormes. Mais quand vous allez à Bruxelles, ce qui est frappant, c'est que vous avez un service diplomatique européen, mais vous avez aussi une direction générale de la Commission en charge de l'énergie, vous avez une direction générale de la Commission européenne en charge des politiques de voisinage, c'est-à-dire notamment par exemple de ce qu'on fait dans les Balkans, comme si ce n'était pas de la politique étrangère pure. La politique migratoire, c'est une autre direction générale, etc., etc. La politique d'aide au développement, un de nos principaux leviers qui pourrait être utilisé pour renforcer notre influence, pareil, elle est pensée en silo. L'aide humanitaire, pareil. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, sur la question migratoire qui est si importante pour nos concitoyens, que mêler aide au développement et politique migratoire pourrait donner un vrai levier à cette politique étrangère, mais on ne le fait pas. On vit dans des chapelles et on ne travaille pas assez ensemble. Et donc il y a aussi une évolution de ce côté-là. Ensuite, il y a une évolution institutionnelle. Moi, je ne suis pas un grand amateur des changements de traités, etc. Je pense qu'on perd nos concitoyens. En revanche, parfois, il y a des petites mesures assez techniques qui peuvent avoir un impact très important. Aujourd'hui, la politique étrangère de l'Union européenne, c'est une politique qui est décidée à l'unanimité. Ça veut dire demain que si, par exemple, au moment de condamner les exactions contre les droits de l'homme en Chine, on veut avoir une déclaration de l'Union européenne qui se contente de dire qu'il y a des violations des droits de l'homme en Chine, eh bien ça fait plusieurs années que l'Union européenne est incapable de le faire, parce que vous avez des États membres, la Hongrie d'Orban par exemple, qui disent « Ah non, non, moi je refuse de signer ». Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la Hongrie d'Orban a beaucoup d'investissements chinois, et donc qu'elle ne veut pas se mettre derrière cette politique. Mais je prends l'exemple de la Hongrie, tous les États membres ont à un moment donné utilisé ce droit de veto. Et je pense que ça enlève beaucoup d'efficacité dans la diplomatie européenne. Plus récemment, par exemple, au moment où Loukachenko, en Biélorussie, a commis des exactions insupportables à nos frontières, sur le territoire européen, l'Union européenne, pendant des semaines, a été bloquée et incapable de prendre des sanctions parce qu'il y avait un veto mis par Chypre qui n'avait rien à voir avec la question biélorusse, mais sur une question d'un vocabulaire, sur une autre déclaration par rapport à la Turquie. Et donc on se retrouve... Vous avez perdu le micro pour Madame Schnapper. Pardon. On t'entend. Ouais. C'est bon ? Bon. Et donc je pense qu'il y a un changement, qui serait un petit changement, mais c'est passer la politique étrangère de l'Union européenne, de l'unanimité à la majorité qualifiée, comme c'est le cas
pour beaucoup de politiques. Et ensuite, il y a une autre chose qu'il faut, à mon avis, se poser, une vraie question qu'il faut se poser, qui est la question de l'incarnation. À un moment donné, il faut que l'Europe, elle soit incarnée par des figures politiques de poids, des gens qui ont un poids politique, qui sont capables de créer un lien avec nos concitoyens. Et là encore, oui, on pourra trouver des exceptions, mais trop souvent, nos dirigeants nationaux ont envoyé au niveau européen des responsables politiques, que ce soit au Parlement, à la Commission, qui avaient pour principal mérite de ne pas leur faire d'ombre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était le cas au Parlement européen, c'est le cas de la plupart des dirigeants de l'exécutif européen. Et à un moment donné, si vous ne donnez pas et si vous ne mettez pas des gens qui ont cette colonne vertébrale intellectuelle, ce poids politique, ce que j'appellerais peut-être des intellectuels hommes d'action, qui sont capables d'incarner et de créer un lien avec nos concitoyens sur l'Europe, alors on n'arrivera pas à redonner de la chair au projet européen. On n'arrivera pas à pousser des mesures très fortes au niveau européen. Et je conclurai juste sur un point, qui est que j'ai beaucoup parlé de politique étrangère, et je pense que plus fondamentalement sur la question européenne aujourd'hui, c'est la question de comment on remet de la chair dans le projet européen. Moi, j'ai grandi dans une région rurale en France, un petit village, complètement désindustrialisé, région assez pauvre. L'Europe ne parle plus aux gens. Elle ne leur parle plus le projet européen. Ils croient dans l'idée européenne. Ils comprennent que la France, pays de 67 millions d'habitants, seule, ne peut plus façonner le monde de demain. Donc ils veulent croire dans une Europe plus forte. Mais le projet européen tel qu'il est, aujourd'hui, leur paraît désincarné. Et je pense que si on s'enferme dans un discours abscon sur uniquement des concepts, des traités, on perdra nos concitoyens. Et donc il faut remettre de la chair dans le projet européen, et ça passe notamment par une politique étrangère plus forte, qui nous permettra à nouveau d'écrire l'histoire, et qui rendra nos concitoyens plus fiers de l'Europe. Ouais, tout un coup de réalité qu'on a eu avec Jérémy. Très différent avec votre exposition qui parle plus des opportunités, avec la situation géopolitique, avec la présidence de la France ou même la pandémie. Vous voulez lui répondre, je pense, Monsieur Aldecoa? ¿Quieres responderle? Porque te veía. Je crois que vous avez comme... Vous voulez répondre. Moi, je crois que c'était un peu exagéré par rapport au projet européen. Et j'ai pris quelques notes, même si j'ai compris la question de la dialectique, de exagérer, pour après comprendre ce qu'on pourrait faire. Cette organisation, mais je crois que c'était une exagération. Oui, il y a vraiment des sanctions, il y a tout à fait des sanctions contre la Chine par question de droits de l'homme. Et les conséquences sont que la Chine a fait la même chose avec des parlementaires européens. Il y a eu un blocage de l'accord des investissements parce que les sanctions ont mené à cette interdiction et l'accord n'a pas abouti. Aussi, les décisions par rapport à la Russie, les négociations étaient très très longues, mais vraiment, il y avait un accord. Et moi, je suis convaincue qu'il faut changer en politique extérieure et en question fiscale. Il faut faire un pari par la majorité. Il y a plusieurs propositions. Par exemple, dans les questions plus importantes, avoir la majorité. En plus, l'article 31 dit qu'il ne faut pas commencer par le veto. En premier lieu, le haut représentant peut dire que la votation va être par majorité qualifiée. C'est vrai que nous le faisons par unanimité, mais il y a des questions, des négociations qui devraient être des négociations de 24 heures et ça dure 2 semaines. C'est vrai que la politique extérieure doit améliorer, mais nous avons fait des avances
mais la politique extérieure fonctionne depuis 2011 et il y a plusieurs ambassadeurs. France a 16 ambassadeurs dans des lieux clés et nous avons fait des progrès énormes à nous en tant que professeurs. Je crois qu'il faut expliquer les changements. Maintenant, il y a un changement très profond lors de ces temps de pandémie, surtout dans le cadre de la politique extérieure. Monsieur le haut représentant, Josep Borrell, avec qui je partageais des cours et des projets académiques, mène à bout ces projets. Et en présidence française, nous allons terminer le Strategic Compass à Paris ou à Bruxelles, je ne suis pas sûre, en mars, je crois. C'est une proposition du haut représentant avec l'accord de tous les États. Parmi les décisions, et pour ceux qui ne comprennent pas bien cette question, il y a plusieurs chapitres. La France a toujours eu une puissance d'intervention. Il y aura 5000 forces, mais il y a des nouveautés très importantes. Je suis d'accord, nous pouvons faire davantage, mais il ne faut pas ignorer ce qu'on a déjà fait. Et les progrès des derniers temps et toujours et surtout le temps de la crise de la pandémie, mais aussi, comme Susanna a dit, le traité était très important. Et le traité a récupéré la politique extérieure. Le haut représentant, quand je l'écoutais, on lui appelle ministre, on lui traite vraiment comme si il s'agissait d'un ministre. Et au service extérieur, c'est comme si c'était un ministère. C'est vrai que dans les traités, les questions, c'est différent. Je ne veux pas ici entrer dans la polémique, mais c'était justement la France et le Royaume-Uni qui ne voulaient pas appeler à traiter le représentant comme ministre. Ce pari, je vois que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais céder la parole à Jérémy. Plusieurs éléments juste en réponse. D'abord, moi je ne sous-estime pas du tout ce qui a été construit au niveau européen. Et vous l'avez compris, je suis un Européen passionné. Mais je crois que l'Europe, elle a, entre guillemets, deux ennemis. Elle a les europhobes, qui passent leur temps à mentir sur l'Europe, et puis il y a les Européens BA, qui disent « tout va bien Madame la Marquise, on avance ». Non, je crois qu'il faut être lucide si on veut bâtir une Europe plus forte. Et vous avez parlé de la boussole stratégique, c'est intéressant. Vous évoquez 5000 hommes, 5000 soldats. C'est la grande avancée de la boussole stratégique. On va faire une force européenne de 5000 soldats, au moment même où on parle de 115 000 soldats russes aux frontières ukrainiennes. Juste en parlant d'Europe de la défense, allons au bout. Les Américains investissent 675 milliards de dollars par an dans l'outil de défense. Combiné, tous les Européens, on est à 198 milliards. Ce n'est pas une question de Français, Espagnols ou Britanniques. La question, c'est qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires. Et je pense que malheureusement, sur la question de l'Europe de la défense, par exemple, on se perd beaucoup trop également dans des concepts d'armée européenne, de souveraineté européenne, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être beaucoup plus pragmatique, faire des manœuvres conjointes, bâtir une relation de confiance. Et ça, je pense que notamment nous, Français, nous avons beaucoup à apprendre dans ce domaine. Et recréer de la confiance, et juste sur l'Europe de la défense, je le mentionnerai, notamment avec les pays qui ont une culture historique, politique par rapport à la question militaire différente de la nôtre. Madame Schnapper évoquait l'Allemagne, mais par exemple, les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, ont aussi un rapport à la Russie qui est différent du nôtre. Et donc aujourd'hui, je pense que quand on parle d'Europe de la défense, si on parle d'armée européenne, il faut d'abord se poser la question, et je peux prendre l'exemple de la France, que je connais le mieux, est-ce que nous, Français, on serait capables et prêts aujourd'hui à envoyer des troupes et des soldats français se faire tuer si demain, la Russie attaquait les pays baltes? Si vous demandez aux Français, aux citoyens français, je ne suis pas sûr que la réponse soit si évidente. Et donc à partir de là, ne demandons pas nécessairement aux pays d'Europe de l'Est et aux pays baltes de répondre par l'affirmative à cette question. Et donc je pense que soyons pragmatiques sur la question de la défense européenne, qui consiste à dire il faut qu'on avance de manière très pragmatique sur la défense européenne, mais à côté, il faut reconnaître que l'OTAN demeurera un élément clé de l'architecture de défense européenne. Voilà. Susanna.
Tenías ganas. A ver, D'après moi, l'Union européenne a des matières à faire. Il faut approfondir dans quelques domaines. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une réforme des traités. D'après moi, ce qui se passe bouleverse la politique et il y a une réaction, une réponse européenne. Je suis tout à fait d'accord, Jérémy, que par rapport à sécurité et défense commune, il y a une clarification, une affirmation de qu'est-ce que c'est l'Union européenne. Mais par exemple, dans le cas du conflit de l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, nous pouvons nous adapter pour nous situer et de mettre en œuvre ces utiles stratégiques communs pour faire les stratégies communes de l'Union européenne une réalité. Cette guerre froide, entre guillemets, n'a jamais fini et c'est quelque chose que nous voyons encore une fois. Et l'Union européenne, avec l'OTAN, avec ses capacités de décision, dans son recherche de consensus, de débat continué, et nous connaissons des progrès très très intéressants. C'est vrai que des fois les résolutions, les décisions du Parlement européen, par exemple, je parle de la résolution où nous avons reconnu Juan Guaidó comme président enterrant de la Venezuela. C'était le Parlement européen qui a reconnu à ce moment-là, et dans ce moment-là, Antonio Tajani était président du Parlement. Et quand les décisions au sein du Parlement européen arrivent au Conseil, là, il y a une rencontre avec les souverainetés, les entrées de chaque État membre. Mais le fait que les 27 se sont mis d'accord sur ce plan de relance, sur ces plans de vaccination dans tous les États membres, peu importe la richesse des États. Ces cadres financiers pluriannuels, les budgets, et ces budgets où on trouve le plan de relance Next Generation EU et ces jalons, ces liens avec la sauvegarde de l'état de droit. Voilà pourquoi des États membres comme la Pologne doivent dire nous n'avons pas d'option, pas les Polonaises, pas les citoyens de la Pologne qui se battent pour dire qu'ils sont des citoyens européens. Je crois qu'il faut travailler davantage. Nous avons une chance avec la présidence française de l'Union d'avoir un chef d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron, qui parle des questions telles que le fédéralisme, de nouvelles conventions et des termes dont nous avons besoin. Parce que ça mène à des tendances, des politiques et des réalités. Nous n'aurions pas pensé, avant la pandémie, d'avoir ces dettes communes européennes, le défi des politiques de migration commune, parce que le pacte d'accord personnalisé par rapport à la migration, c'est pas un document, un pacte, un document européen, d'après moi. Vous avez dit, Jérémy, vous avez dit que vous venez du milieu rural. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes des missions de l'Union européenne. Je crois que la vaccination, le Brexit, il faut dire aussi, et le plan de relance, et grâce à tout cela, les citoyens sont conscients de qu'est-ce qu'il signifie de l'importance d'être citoyen européen.
J'étais la semaine dernière et je parlais aux agriculteurs. Et les questions que nous avons sur la table, le sanitaire, l'agroalimentaire et la voiture électrique, surtout l'agroalimentaire, font que des citoyens, des agriculteurs, que son travail est vraiment reconnu. Et en même temps que les citoyens font un essai de comment solliciter. Ils s'intéressent sur le plan de relance, sur l'UE, sur le pacte vert, sur la numérisation. Et là, il y a surtout aussi la question de la communication, parce qu'en politique nationale, tout le monde doit parler davantage de l'Union européenne, des fonctions de l'Union européenne, de médias, de l'éducation en matière commune pour l'Europe. Et surtout aussi tout ce qui est lié au fait que l'Union n'est pas la plus avancée par rapport à digitalisation, robotique, intelligence artificielle, mais nous avons une importance énorme par rapport aux normes, à la régulation, quand nous avons parlé. Ici, maintenant, en relation au métaverse, à la robotique, je crois que nous avons fait de progrès, surtout en temps de crise sanitaire. L'Union européenne a approfondi en politique dans le plan interne et aussi pour le reste du monde, et c'est très important pour le multilatéralisme, et avec Poutine qui travaille et qui fait beaucoup de choses en Ukraine comme si c'était le Moyen-Âge. L'Union européenne a vraiment besoin d'une politique stratégique dont vous avez fait une analyse très intéressante, Jérémy. Peut-être que, comme Madame Schnapper a indiqué, Poutine aide à l'union de l'Union. 10 secondes. Oui, allez-y, Madame Schnapper. Comme j'ai été la seule qui a respecté l'horaire qu'on m'avait donné, puisqu'on m'avait dit de parler 10 minutes et que tout le monde en dehors de moi a parlé une demi-heure, je voudrais juste vous donner quelques réflexions avant de passer à la salle. Elles ne seront pas longues parce que je vais le dire en quelques mots. En vous écoutant, j'ai été frappée du fait que nos amis espagnols étaient tous les deux sensibles au progrès qu'avait fait l'Europe. Et on ne peut que les suivre quand ils font remarquer, à juste titre je crois, les progrès récents qui sont dus d'un côté à la pandémie, qui a abouti à cet accord sur la façon de commander des vaccins, la façon d'avoir une politique qui soit commune, et aussi de faire un progrès s'agissant des dettes pour lesquelles Mme Merkel a pris une décision dont on à juste titre, vous avez souligné qu'il n'y avait pas eu de précédent. Donc les progrès récents qui sont dus pas mal à la pandémie et aussi à la menace russe, on l'a dit, c'est là-dessus que nos amis espagnols ont insisté de façon différente, pour autant que j'ai pu suivre ce qui était un petit peu difficile. En revanche, les deux Français ont insisté sur la situation géopolitique. Et je voudrais dire que les analyses qu'a développées Jérémy, je les suis tout à fait. Parce que la politique extérieure, contrairement à ce que pensent beaucoup de militants européens, n'est pas juste une des dimensions de l'Europe. C'est la condition même de l'existence de l'Europe. Et c'est ça dont il faut que nos acteurs, nos militants, nos idéologues de l'Europe prennent en compte, c'est qu'on ne peut pas avoir une réflexion qui soit simplement sur le destin européen, comme s'il était seul et comme si nous étions maîtres de ce destin, alors que nous sommes dans une situation mondiale. Je crois que nous avons tendance, les Européens, à ne pas tenir compte de cette situation, du déclin collectif de l'Europe et de la menace
qui pèsent sur elles à cause d'une mondialisation qui est non seulement économique, on a donné quelques chiffres, mais qui est aussi politique, puisqu'il y a une contestation du modèle politique lui-même. Alors, il faut garder les deux, c'est clair, il faut garder l'optimisme de nos amis espagnols, mais il faut rappeler que ce n'est qu'une des dimensions du problème de l'Europe, qui est celui de son existence même et de sa position dans le monde et de la fragilité des valeurs auxquelles elle se réfère, qu'elle a développées, mais qui sont directement menacées par la situation générale. Voilà, c'est une façon de... Sinon, vous m'avez dit que j'avais introduit. Je voudrais, par ces quelques réflexions, résumer un petit peu le sentiment que j'ai eu à distance, et c'est un peu différent d'être à distance, sur les interventions des uns et des autres. Je vous remercie. Merci, Madame Champer. Y yo creo que es, a modo de conclusión, Comme conclusion, je crois que c'est un sommaire exceptionnel. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Aldecoa n'est pas d'accord, il n'est pas optimiste, il n'est pas... il veut pas être appelé optimiste parce que c'est pas sérieux. Je voulais simplement dire quelque chose. Jérémy, vous avez dit quelque chose de très important, c'est le pouvoir normatif, le pouvoir des règles. Bien, si je pense que vous exagérez, vous connaissez bien les destins, la fin. Voilà notre capacité pour changer les normes, les règles, tout ce qu'on a changé lors des dernières décennies. Et nous avons une représentation sur beaucoup des États, même par exemple la Russie a accepté. Et nous avons parvenu à créer le tribunal pénal international, les traités de Paris, l'accord de Paris sur les changements climatiques. Nous avons fait beaucoup de progrès sur le plan du multilatéralisme. Ce n'est pas d'optimisme ou pessimisme, c'est analyser la réalité. Et j'ai bien aimé les références sur ces thèmes. L'Europe ne sera jamais forte à cause de la défense. Nous avons une force que c'est la capacité d'intervenir rapidement. Et c'est mon point de vue et aussi le point de vue de M. Macron. Et là, on va fermer parce que nous sommes vraiment en arrière. Je suis désolée de ne pas pouvoir ouvrir le tour des questions, mais en tout cas, il est clair que nous avons commencé et nous avons abouti à ce dialogue. Merci beaucoup et bonne soirée.